Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de la Prakanda Senamuka. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire tout de suite. C'est gratuit, c'est tout simple. Cliquez sur le bouton s'abonner et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour rester informé de la sortie de chacune des vidéos de la chaîne et plus particulièrement des vidéos podcasts, des entrevues avec une Dvish qui sortent chaque semaine, comme de tradition, tous les lundis et jeudis à 18h heure de Paris-Bruxelles et qui répondent à vos questions posées à la Prakanda Senamuka et à l'occasion desquelles nous nous retrouvons pour environ 1 heure maintenant avec notre amie Ilialana, la Major Ilialana de la section de liaison de la division terrestre qui répond à vos questions, qui se met à votre disposition pour éclairer votre lanterne, voilà, si tant est qu'elle ait besoin d'être éclairée. Bonjour Ilialana, comment allez-vous bien en ce jour? Bonjour, je vais très bien, merci beaucoup. Et vous-même? Bon, ben, ça va tout bien, merci. Eh bien, nous voici réunis à nouveau à l'occasion de la 30e entrevue avec une Dvish. Ces entrevues qui sont quand même relativement précieuses puisqu'elles mettent à contribution la Prakanda Senamuka. On a la chance d'avoir une Dvish quasiment, si je puis dire, en chair et en os pour pouvoir interagir, répondre aux questions, se mettre à disposition pour éclairer un peu les esprits sur les fondements de ce nouveau paradigme qui est bien mystérieux encore, tant qu'on n'est pas entré dedans de plein pied, ainsi que sur les mystères de ce monde. Pour l'instant, notre fiche de service, notre chère Ilialana, n'a pas encore séché sur une question, chapeau, un bout de 30 entrevues, toujours nickel. Parce que je le rappelle de temps en temps, et là j'en profite, puisque l'occasion m'est donnée, les questions ne sont pas préparées par Ilialana. Elle y répond à brûle pour point, comme ça. C'est de la totale spontanéité. Voilà, si vous êtes prête, Ilialana, je propose qu'on commence tout de suite. J'ai sélectionné 3 intervenants aujourd'hui, pas 4, parce que tous les 3 posent des questions un peu particulières, pas forcément faciles, et 2 questions à chaque fois, donc ça fait beaucoup. Pour éviter que la vidéo podcast ne s'éternise, on va s'en tenir à 3, ça devrait aller. Voilà, Ilialana, vous êtes prête? On peut se lancer? Oui, on peut se lancer, je suis aussi prête qu'on peut l'être. Voilà, donc je vous écoute, je suis tout oui. Eh bien, c'est parfait. Donc, dans ce cas, on y va, on se lance. Allez, première question de Joël, qui nous dit ceci. Joël masculin. Bonjour Ilialana, je vous remercie, vous et votre interlocuteur, pas de quoi, pour votre disponibilité et les réponses éclairantes que vous nous apportez. Ces rendez-vous hebdomadaires nous apportent réellement un bien-être énergétique. Dans le podcast hors série numéro 2, vous nous avez décrit l'évolution de la conscience à travers différents règnes, depuis le minéral jusqu'à l'être humain, à sa libération et au-delà. Dans cette hiérarchie de conscience, où placez-vous la conscience planétaire, notamment celle de Terre-Mère Gaïa? Ça, c'est très intéressant, effectivement. C'est vrai que c'est une question qui a parfois été posée et elle est judicieuse parce que c'est vrai qu'on ne cesse de répéter que tout est conscience et là en l'occurrence cette conscience-là échappe a priori au cheminement de tout ça, donc on en est où? C'est vrai que la question est intéressante, effectivement. On parle de l'évolution de la conscience, de l'évolution de l'âme, du minéral jusqu'à l'humain, mais tout ça, ça se passe sur une planète. Et c'est vrai que là, pour la planète elle-même, qu'est-ce qu'il en est? Là, on a abordé dans la vidéo hors série numéro 2 ce qu'on appelle effectivement le cycle d'évolution de l'âme humaine à terme. Étant donné que chaque être humain a été, à un moment donné, donc, minéral à son éveil de conscience primordiale, végétal, animal et humain ensuite la libération, tout ça, comme c'est très bien résumé par Joël. Effectivement, dans le cadre d'un autre type de conscience, c'est effectivement très différent. Alors, il faut savoir que cette évolution n'était valable que pour les âmes destinées à
devenir humaine. Il y a la conscience de la planète, effectivement, il n'y a pas besoin qu'une planète porte la vie pour qu'elle ait une conscience en plus. Évidemment, le type de conscience est très différent. Les étoiles ont une conscience, la galaxie a une conscience, notre univers a une conscience, et comme ça, à l'infini, tout quasiment est conscient, surtout au niveau cosmique, bien entendu. Et ces consciences sont abouties dans leur mode de manifestation, dans leur nature propre. Disons que à la naissance d'une étoile, cette étoile, à un moment donné, génère une conscience autonome, propre au système complexe qu'elle représente. J'ai déjà dit, à partir du moment où on a un système complexe, quelque chose de suffisamment, on va dire, de constitué, à quelque niveau que ce soit, de 3 milliards d'unités de quoi que ce soit, à minima, on se retrouve avec l'émergence d'une conscience. Alors, il y a toujours des sous-structures à chaque structure. Si on prend une voiture, par exemple, une voiture n'a pas vraiment dans la conscience en tant que telle, forcément. Et pourtant, quelque chose interagit avec le conducteur qui en est le propriétaire. C'est, je dirais, une proto-conscience. C'est très très léger, c'est ténu, mais quelque chose existe. Et en fait, c'est d'autant plus vrai que les automobiles, par exemple, sont conçues à partir de technologies de plus en plus fines, de plus en plus complexes, et on se retrouve avec des systèmes informatiques intégrés à la voiture qui génèrent véritablement, pour le coup, dû à la complexité, et bien qui génèrent une conscience beaucoup plus élaborée que l'étaient les vieux tacos début XXe siècle. C'est juste pour donner un exemple, pour dire que à partir du moment où on est dans une nature complexe, que les interactions des différents éléments, sont nombreuses, finalement, on a l'émergence d'une conscience. C'est étonnant, mais c'est absolument vrai. C'est en cela qu'on peut difficilement concevoir que quoi que ce soit puisse ne pas en avoir. C'est quasiment, ça relève quasiment de l'impossible. À partir du moment où on a un degré de complexité et qui échappe même au vivant, parce qu'une voiture c'est pas vivant, clairement, eh bien on a émergence d'une conscience. C'est vraiment, vraiment fantastique. Alors, imaginez une étoile et la complexité infinie de l'ensemble des actions et interactions. Alors là, on est dans un contexte cosmique, donc c'est extrêmement vaste. Tout ce qui est de nature cosmique correspond à des consciences très particulières qui œuvrent suffisamment longtemps pour développer une complexité de conscience extrêmement fine. Une toute jeune étoile qui voit un système de planètes se former autour d'elle, apprend quelque part à gérer tout ça. Et il faut tellement de temps à une planète pour commencer à porter la vie, que ce temps est mis à profit par l'étoile pour acquérir tout ce qu'elle doit acquérir, apprendre tout ce qu'elle a à apprendre, et finalement interagir avec la conscience de la planète. Ça vit des milliards d'années, vous imaginez, ça laisse à une conscience qui n'est pas soumise au temps mental horloge, donc qui peut aller là aussi dans des sous-structures temporelles pour apprendre des finesses. Il y a certaines réactions physico-chimiques qui durent des millionièmes de secondes. Et ça, la conscience de l'étoile en a conscience lorsque ces processus se passent en elle. Donc ça crée un temps mais extraordinairement long, même à l'échelle humaine, et d'autant plus à l'échelle de l'étoile, pour intégrer tout ce qu'il y a à intégrer, pour gérer ça de manière absolument, la plus parfaite possible. Parfois il y a des ratés, parfois, chaque étoile a son caractère en plus, et a tendance à influencer les planètes qui tournent autour d'elle, si c'est le cas, c'est pas toujours le cas. Et dans le cas de l'émergence de l'humanité sur l'une de ces planètes, eh bien influencer cette humanité aussi. Tout s'influence, se co-influence.
Alors on va dire que ces consciences-là, eh bien, évoluent au sein de leurs propres conditions, tout simplement, exactement comme le font les consciences principielles. Je prends, à titre d'exemple, la conscience du peuple la conscience de l'élément éther. La conscience collective de l'élément éther, ce sont la conscience collective du peuple Naga. Ce sont eux qui sont les gardiens de l'éther. En tout cas, dans la sphère de réalité de notre monde. Ils existent sous quelque forme que ce soit partout, mais chez nous, ce sont ce qu'on appelle les Nagas. Renseignez-vous, tapez les Nagas, vous verrez, c'est une espèce de... Ils font partie de la mythologie asiatique, des grands serpents sans pattes, normalement. Il y en a, ils accompagnent leur figuration, accompagnent tous les temples de Thaïlande, par exemple. Eh bien, ces êtres-là sont les consciences, les éléments constituant la conscience collective du plan éthérique et donc de l'élément éther. Eh bien, les Nagas sont des Nagas de toute éternité. Ils évoluent au sein de leurs propres conditions sans devenir autre chose. Contrairement à l'être humain, au parcours de ce qu'on appelle l'âme, à savoir, l'être humain en termes de finalité sur le chemin et le minéral au départ. Là, on est dans un circuit très particulier, mais en dehors de ce circuit, il existe plein de types de conscience qui évoluent au sein de leurs propres conditions. Alors, pourquoi différencier ça? Parce que, tout simplement, l'âme, donc entre le minéral et l'humain, c'est quelque chose de très, très, très particulier. Cette catégorisation spirituelle, les minéraux, les végétaux, les animaux et les humains, représentent le moteur de vie, de la conscience de l'absolu. Alors que les consciences cosmiques autres, ou les consciences principielles qui sont incrustées dans le cycle vivant d'un monde doté de vie, sont là pour assurer des fonctions particulières, et non pas pour représenter ce moteur de vie de l'absolu. Puisque chaque âme humaine est destinée à devenir un pur aspect conscient de l'absolu. Propre à ce qu'il est purement en essence. Alors que même si une étoile est quelque part une parcelle de conscience d'absolu, elle est censée s'allumer au moment où l'étoile s'allume, vivre le nombre de milliards d'années qui correspond à son cycle d'existence et s'éteindre ensuite. Donc c'est une conscience éphémère, si longue soit-elle, alors que l'âme humaine est absolument immortelle. Donc tout ce qui n'est pas compris dans ce cycle d'évolution de l'âme, encore une fois, du minéral à l'humain, est quelque chose d'éphémère, qui s'éteint ou qui se disperse et qui se rassemble d'une autre manière ensuite. Toutes ces consciences font ça. Du moins, faisaient ça jusqu'à présent. Parce qu'il a été décidé au niveau de très haute sphère de la cosmogonie cosmique, que désormais les consciences planétaires, les consciences stellaires, les consciences galactiques ne seraient plus perdues à la mort des éléments physiques qui en constituent le corps, si je puis dire, enfin le corps cosmique, mais perdureraient exactement comme l'âme humaine, non pas pour devenir autre chose, mais pour réintégrer un autre système équivalent. Une étoile meurt, mais bien sa conscience perdure, elle persiste et migre vers une autre étoile naissante qui ne donnera pas lieu à une nouvelle conscience stellaire, mais qui sera incarnée par cette conscience stellaire extrait d'un système qui vient de mourir, afin de pouvoir gérer à nouveau une vie d'étoile, mais en gardant l'expérience de la vie déjà vécue et éventuellement de l'humanité qui a tourné sur un monde autour de cette étoile. C'est-à-dire ne pas chaque fois réinventer la roue, mais partir avec un acquis. Et ça, à tous les échelons de la création. Voilà, donc c'est quand même c'est une énorme révolution dans le principe des consciences cosmiques, parce que ça ne s'est jamais produit auparavant. C'est vraiment entièrement nouveau. Donc Gaïa
Eh bien, Gaïa, quand la planète aura atteint sa limite de vie et qu'elle mourra, qu'elle perdra la vie, comme tout ce qui est vivant finit par mourir un jour, eh bien, sa conscience ne disparaîtra pas avec la planète. Sa conscience sera précieusement conservée et ira, je dirais, incarner à nouveau une nouvelle planète naissante pour, avec son bagage et son expérience, eh bien donner naissance à peut-être, enfin certainement, une nouvelle humanité avec l'acquis conservé. Cet acquis extrêmement précieux. Donc, la Terre, le royaume de Terre-Mère, Gaïa, étant appelé à devenir l'humanité la plus extraordinaire, la plus lumineuse parmi l'ensemble de la création, partie du plus sombre pour arriver au plus lumineux, eh bien Gaïa gérera tout ça, et avec cette expérience-là, ayant incarné la planète, ayant fini par devenir le joyau de la création, avec cette expérience-là, elle ira donc incarner un nouveau monde pour recréer une nouvelle humanité et la faire bénéficier de sa sagesse et de ses connaissances. Ça, c'est un véritable principe évolutif qui est enclenché désormais, et c'est valable pour les étoiles, pour les galaxies aussi, enfin à tous les niveaux, comme je l'ai dit. Donc, il y a vraiment, il faut distinguer ces deux classes de conscience. On a d'une part ce qu'on appelle l'âme, et qui naît au cœur d'une planète en fusion pour devenir donc minéral, végétal, animal, humain, et ensuite humain libéré, réintégré et représenter l'absolu. En fait, c'est ce segment d'évolution-là qui alimente en permanence, au fur et à mesure de la réintégration des âmes dans la conscience de l'absolu, qui va actualiser la conscience du tout par les nouveaux apports correspondant à l'ensemble de l'expérience du vécu de l'âme. Et à côté de ça, on a les consciences principielles qui assurent leur fonction et qui évoluent au sein de leurs propres conditions sans en changer, mais en devenant, disons, de plus en plus efficaces dans leur appréciation de la réalité, des fonctions qui leur sont confiées. On a ces deux éléments distincts, et chacun est indispensable à l'autre pour former ce tout. Et comme d'habitude, tout ça fait partie de la conscience du un, de l'absolu. Voilà, j'espère avoir correctement répondu à la question. A priori, oui. Ah oui, c'est pas mal du tout. Merci Eliana pour cette bonne et longue réponse. Je pense que Joël en sera satisfait. Alors, il nous pose une deuxième question. De nombreux auteurs déclarent qu'il y a de nombreuses dimensions parallèles à la nôtre dans lesquelles il existe des copies de nous-mêmes, comme dans la série télévisée Sliders, les mondes parallèles. On ne connaît pas. Enfin, nous serions interconnectés à ces autres nous qui influenceraient notre vie, inconsciemment, point d'interrogation. Les choix exercés par chacun de nos nous seraient différents et permettraient d'en expérimenter de multiples facettes. Comment dès lors concevoir que nous disposions dans notre réalité présente d'un libre arbitre si au final il faut expérimenter tous les choix possibles ? C'est compliqué ça. Alors, vous avez quoi à répondre à ça, Eliane ? Compliqué, non, c'est pas vraiment compliqué. En fait, il faut essayer de faire la part entre ce qui est exact et ce qui ne l'est pas. En fait, il y a de l'idée dans ces histoires de dimensions, mais ce sont pas des dimensions effectives, ce sont des dimensions potentielles. En fait, ce sont des temps potentiels. Là, on est dans le concept des lignes de temps. Alors, ça, c'est vrai que en soi, c'est un sujet complexe. Ce ne sont pas des réalités multiples qui se superposent avec un même degré de réalité. On est dans le principe de l'effondrement quantique, dans ce principe de réalité. L'effondrement quantique, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs possibilités d'avenir, mais un seul choix sera représentatif de l'avenir vécu, et non pas plusieurs. Et pourtant, malgré tout, il y a une relative influence quand même des autres possibilités, même avec l'effondrement de celles qui représentent la réalité effective par rapport aux réalités potentielles.
Alors je vais essayer de résumer un petit peu tout ça. Imaginons des faisceaux de réalité. On va prendre le présent comme point de référence. Alors, je prends le personnage de Joël, puisque vous êtes concerné au premier chef, puisque c'est vous qui posez la question. Alors, à l'instant présent, voilà, vous avez derrière vous le passé qui est le vôtre, et vous avez le présent, point de référence, et vous avez le futur. Le passé, on le connaît, le présent, on est en train de le vivre, enfin, vous êtes en train de le vivre, et le futur, vous supposez qu'il peut être comme ci ou comme ça, à tort ou à raison, en tout cas, diverses possibilités se présentent, mais vous ne savez pas ce qui va constituer l'avenir. Voilà. Alors, à partir de ce point de départ, il faut concevoir que il n'y a que un élément qui soit véritablement représentatif de la réalité effective, c'est l'instant présent. C'est pour ça qu'on invite toujours, enfin toutes les sagesses sont toujours invitées à se focaliser dessus, parce que c'est le seul véritable moment qui existe. Pour la conscience objective en tout cas, parce que c'est ce qui vous permet de réfléchir, de penser, de concevoir la réalité, etc. Bon. Mais il faut savoir que votre passé, s'il a été ce qu'il a été, il aurait très bien pu être différent. Il aurait pu, forcément. Bon, vos choix ont fait que, et puis les circonstances de la vie, les interactions enfin les uns les autres, ont fait que finalement il a été ce qu'il a été. Mais il aurait pu être plein d'autres choses. Et ce qu'il aurait pu être reste présent dans le passé. Ça reste présent. Ça, ce sont les lignes de temps passées potentielles qui auraient pu être vécues. Réelles, je dis non, elles sont toutes réelles, mais qui auraient pu être vécues. Or, il n'y a qu'une seule possibilité sur l'ensemble des possibilités que constitue votre passé, qui s'est effectivement produit. Ce dont vous avez le souvenir. Donc on est dans cette logique où on a un large faisceau de possibilités et il y a plein de potentialités non effectives et il y a une ligne correspondant à un passé effectif, celui qui a été vécu. Et tout ça est déployé vers l'arrière. Si vous prenez une machine à remonter le temps et que vous retournez en arrière, vous retournez sur la ligne dont l'instant présent est le prolongement, forcément. Alors, je vais passer sous silence le fait que les lignes de temps passé et à venir ont changé. Ce sera trop compliqué pour le discours. On va faire comme si tout ça était fiché. Bon, donc, ce choix passé vous a amené à l'instant présent qui est ce qu'il est. De la même manière, cet instant présent aurait très bien pu être différent. Si votre passé avait été différent, si vos choix avaient été différents, eh bien, vous auriez très bien pu vivre un passé différent. Voilà, tout simplement. Pourtant, ce présent est ce qu'il est. Et là, c'est là où je suis en désaccord avec ce que les nombreux auteurs déclarent. Ils sentent qu'il y a quelque chose comme ça, mais ils ne savent pas exactement quoi. Et en fait, c'est ça. Mais l'effondrement quantique du choix qui est le vôtre, pour faire en sorte que ce présent que vous vivez actuellement soit celui-là, fait en sorte que ce présent est unique. Il n'y en a pas plusieurs. Il aurait pu y en avoir plusieurs. Mais tout ça est effondré. C'est le principe d'effondrement quantique, c'est tout simple. Il y a plusieurs possibilités. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, jusqu'à Z. Et en fait, votre choix fait en sorte que c'est la route K qui, pouf, fait que vous êtes dans le présent. Et toutes les autres, sont effondrées dans la ligne K. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Tout ça est effondré dans la ligne K. Il n'y a que la ligne K que vous viviez. Pourtant, les autres n'ont pas disparu. Elles sont effondrées dans la ligne K. Et elles influencent légèrement, mais quand même, elles influencent légèrement la ligne K qui représente votre réalité présente de l'instant présent. Donc, cette légère co-influence des autres possibilités existe. Pourtant, elles ne sont pas effectives. Vous ne pouvez pas passer de l'une à l'autre en l'instant présent. Ce n'est pas possible. Il n'y a que la ligne que vous avez, qui correspond à votre choix passé, qui existe en l'instant. Toutes les autres sont fondues en la ligne K. Maintenant, à partir de cet instant présent, de ce point-là, se déploient toutes les possibilités
qui représentent vos choix. Si vous faites un choix maintenant concernant quelque chose qui va se passer ce soir, plutôt qu'un autre, ce soir je vais sortir, je vais boire un verre. Ou alors, non, je vais regarder la télé. Forcément, en fonction de votre choix, votre futur, par rapport, votre soirée future sera forcément différente. Pourtant, elle aurait clairement pu être autre. Évidemment, c'est une question de choix, toujours encore. Donc, votre conscience fait une appréciation de la réalité, de ce que vous souhaitez, de ce que vous désirez, et en fonction de ça, eh bien, vous faites un choix qui sélectionne le futur potentiel qui va représenter ce que vous allez vivre. Les futurs potentiels autres que ce choix vont s'effondrer encore une fois dans la ligne correspondant à votre choix et vous ne vivrez qu'une seule situation, une seule et unique. Bien que les autres, fondus dans ce point qui est aujourd'hui, qui est à cet instant-là, qui est présent, qui est futur, pardon, cet instant qui est futur, mais qui, une fois le nombre d'heures passées, deviendra le présent, eh bien, ces lignes se seront effondrées dans un seul et unique point, et toutes les lignes que vous n'aurez pas choisies comme futur effectif co-influenceront légèrement celles que vous aurez choisies pour qu'elles deviennent votre instant présent de la soirée. Donc ce n'est pas tout à fait comme la littérature le décrit, ce n'est pas aussi réel, même si c'est tout aussi présent. Un choix qui n'a pas été formulé, une ligne de temps qui n'est pas exploitée, elle ne disparaît pas pourtant. C'est ça qu'il faut garder à l'esprit. Elle n'a pas le même degré de réalité. Pourtant, elle est là potentiellement et influence potentiellement les choix. Mais l'instant présent, il n'y a qu'un seul et unique point. Alors que les lignes arrière sont déployées du passé et les lignes avant de l'avenir sont déployées. Mais la conscience mentale fait en sorte que toutes ces lignes se rejoignent en une seule ligne, sur un seul point qui circule sur les lignes, et là où circule ce point, toutes les lignes ne deviennent qu'une seule et se redéploient ensuite quand l'instant présent a été vécu et devient passé. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, c'est vrai que ce sont des notions qui sont quand même relativement indigestes quand on n'a pas l'habitude de penser de cette manière-là. Mais imaginez une gare de triage avec plein de rails, le train entre en gare, et c'est comme si, là où se trouve le train, tous les rails qui se trouvent à droite et à gauche de ce train, qui ne sont pas donc empruntés par ce train, fusionnés avec la ligne de chemin de fer sur laquelle est posé le train. Et à partir du moment où il a circulé là-dessus et s'éloigne, eh bien, c'est comme si, donc, derrière lui, tous les rails se redéployaient. Voilà, ça donne cette image-là. C'est très particulier, mais connaître ce principe-là nous a permis de suivre des routes que l'ennemi ne pouvait pas exploiter afin de tenter de nous stopper, de faire barrage à nos actions, et qui nous a permis de le défaire. Ça a été absolument fondamentalement stratégique, cette connaissance-là, et elle est extrêmement précieuse. Il faut la connaître même de manière empirique, savoir que votre avenir vous appartient, savoir que votre avenir est une question de choix, que la réalité présente est une fonction de choix, que votre manière de regarder, d'apprécier la réalité présente est une question de choix, forcément. Vous pouvez, à situation égale, vous pouvez la voir du côté négatif, vous voir du côté positif. Alors on dit, ah oui, mais tout va mal, alors je ne peux pas le voir du côté positif. Effectivement. Mais alors faites le choix. Encore une fois, la réalité est une question de choix. Et là, donc c'est tout à fait pareil. Donc vous ne vivez pas toutes ces situations en même temps. Vous n'en vivez qu'une seule. Et c'est là qu'intervient le libre arbitre. Votre libre arbitre fait en sorte qu'avec tous les choix possibles, vous n'en viviez qu'un seul. Même si ceux qui n'ont pas été faits vous influencent un peu, malgré tout. Voilà. Ça, c'est une très, très vaste notion. Hein. Ça, c'est... Waouh, c'est... On est là dans une forme de vulgarisation de physique quantique extrêmement pointue, qui n'est pas encore
mise en évidence par la science actuelle. Pourtant, on y vient tout doucement, hein, ça tâtonne un peu. Je pense que dans l'avenir proche, en aiguillant un peu les scientifiques, ayant l'esprit éclairé, les scientifiques éclairés, hein, je pense à Philippe Guimand, Philippe Bobola, Jean-Pierre Garnier-Mallet, etc. Tous ces gens qui sont qui ont une carrure de scientifiques particulièrement ouverts et non pas étriqués dans des modèles du passé, ces gens-là sentiront ça et auront des orientations de recherche qui leur permettront de mettre en évidence la réalité de ces phénomènes-là et les quantifier et les déterminer. En tout cas, c'est passionnant, hein, c'est un sujet absolument passionnant. C'est vrai que là aussi, on pourrait en faire des conférences. Enfin voilà, bon, j'espère que Joël sera satisfait de votre réponse. Encore une fois, si ce n'est pas le cas, eh bien, n'hésitez pas à renvoyer un formulaire avec une précision à demander sur un point ou sur un autre. Et puisque votre question a fait l'objet déjà d'une réponse, eh bien, nous la ferons passer en priorité. Voilà, donc sans transition, on passe à un nouvel intervenant, déjà connu, Johan, le gars taquin, entre guillemets. Le gars taquin, oui, je vois, Johan, avec l'histoire du chinois. Voilà, c'est ça, oui. Ah là là. Oui, mais alors, il nous demande quoi, Johan, aujourd'hui? Alors, Johan nous dit ceci. Alors, la théorie du genre et des mouvements qui en découlent sont-ils une manipulation de l'ennemi? Le fait de vouloir s'identifier à des genres complètement fictifs et qui rejettent parfois complètement la biologie humaine, ces gens considérant maintenant qu'il y a une infinité de genres, est-il une tentative de détruire l'association sacrée du féminin et du masculin? Alors, Iléana. Ah, ben là, la question est très simple. Vraiment, c'est, la réponse est c'est vraiment simple et très courte. La réponse est oui. Effectivement, c'est vrai que vous n'avez jamais été aussi concise dans vos réponses, pour le coup. On peut peut-être argumenter un peu. J'étais sûr que vous me demanderiez ça. La théorie du genre, évidemment, bon, c'est très simple. Il y a deux genres. Il y a le masculin, il y a le féminin et rien de plus. Tout le reste, c'est de je dirais, une pensée dégénérée. Je sais que je vais très loin dans l'expression, mais c'est vraiment le cas. C'est une pensée dégénérée. Instaurée par l'ennemi pour non seulement faire perdre la valeur de la notion de couple, faire perdre sa valeur au féminin sacré qui revient en énorme force, ça il faut absolument le contrer de toutes les manières possibles et imaginables, donc du féminin qui n'en est pas, du masculin qui en est un peu, vaguement, des mélanges bizarres, enfin, non évidemment, tout ça est une vaste manipulation auquel peu de gens adhèrent, hein, mais enfin, il a mis les moyens pour véhiculer cette idée-là en se disant que de toute façon les gens sont des imbéciles, à partir du moment où on leur donne un truc à bouffer, bah ils le bouffent et puis c'est tout. Alors dans les temps plus anciens, peut-être, ouais, mais là en l'occurrence ça n'a pas vraiment pris parce que même s'en donnant les moyens, il n'avait plus vraiment le temps de peaufiner ça. Il faut dire que quand l'ennemi lançait un nouveau concept de ce genre-là, il y a une incidence profonde quand même sur la civilisation humaine. Il comptait un demi-siècle, un siècle pour que ça prenne. S'il avait eu le temps, il l'aurait fait, ça aurait pris. Et là, le concept de famille soudée, unie, c'est mon fils, c'est ma fille, c'est mon père, c'est mon tonton, tout ça aussi, ça a été créé par l'ennemi. Avant, c'était différent. Évidemment, il y avait des liens filiaux, ça a toujours existé, forcément. Mais il n'avait pas la valeur que l'ennemi leur a donnée, entre-temps, hein, depuis 2-3 siècles. Aujourd'hui, il a trouvé que c'était dans son intérêt de détruire ça. Et ça a été un des moyens, pas le seul, mais ça a été cette espèce de théorie du genre multiple, là, le LGBT, UVWXYZ++, on l'appelle chez nous. Ça a été un moyen, finalement, de faire voler en éclats le principe, la notion de creuset familial. Il fallait semer le chaos là-dedans et bon, il y est un peu parvenu, pas trop, mais quelques résultats, maigres résultats, évidemment beaucoup moins forts que ce qu'il aurait souhaité. Et c'est tant mieux. Mais là, non, effectivement, c'est vrai que c'est
c'est une absolue aberration, c'est une hérésie totale. Absolument une hérésie totale. C'est du chaos à l'état pur. Alors, bon, après, disons que là, on ne parle pas des orientations sexuelles. Hein. On parle vraiment du genre binaire, non binaire, cisgenre, transgenre, binsgenre, enfin, voilà. Ce qui est curieux, c'est que finalement, les orientations sexuelles qui ont été pour beaucoup induits par l'action de l'ennemi aussi. Il y a des gens qui ont une orientation sexuelle qu'ils n'auraient pas si l'ennemi n'y avait pas mis son grain de sel. J'irai pas plus loin dans le développement de l'alimentation, mais c'est très représentatif de la puissance d'action de l'ennemi sur une humanité. Il faisait avec les gens ce qu'il voulait et le résultat était au rendez-vous. Et ils ont finalement assimilé l'orientation sexuelle à un genre en particulier, alors qu'un homme reste un homme et une femme reste une femme. Alors il y a des gens qui ont été payés par l'ennemi, ils ont été payés grassement pour témoigner à la télé, laquelle a été payée pour les faire passer à heure de grande audience pour créer une mini-révolution. On parle souvent de cette personne, donc un homme, un peu barbu, lunettes, enfin une personne lambda, qui est reçu sur un plateau, puis l'animateur lui dit bonjour monsieur, et là le monsieur en question s'insurge, enfin qui êtes-vous pour me juger, alors, on ne comprenait pas, ou on fait semblant de pas comprendre. Qu'est-ce qui vous dit que je suis un homme? Votre apparence, lui répond-il. Vous jugez les gens sur les apparences maintenant? Non, je ne suis pas un homme. Je suis non-binaire. Je suis ni un homme ni une femme. 4 hommes. Pour toi, a-t-il été si difficile d'inviter des femmes? Je ne suis pas un homme, monsieur. Vous n'êtes pas un homme? Ah non. Non, je ne sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme, mais je ne suis pas un homme. Votre apparence? Ah bon? Il faut pas confondre identité de genre et expression de genre, sinon on va déjà mal partir. Alors, expliquez-moi. Non, je suis non-binaire, donc ni masculin ni féminin, et je refuse qu'on me genre comme un homme. Comment vous définissez-vous? Comme non-binaire. Comme non-binaire? Oui. D'accord, mais ni masculin ni féminin. C'est ça. Ça ne résout pas le problème des femmes sur le plateau. Ça ne résout pas le problème des femmes sur le plateau, mais ne dites pas qu'il y a 4 hommes sur le plateau, c'est le mégenré et c'est pas très agréable. Non, mais je suis désolé si je vous ai offensé. Il était absolument évident que cette personne ne croyait pas un instant ce qu'il disait, mais il était payé pour jouer la comédie. Il a très bien joué, c'est un comédien d'ailleurs. Et voilà, alors les gens s'insurgent, tout ça. C'est la première phase, hein, il faut choquer. Si cette manière de présenter les choses s'était répétée souvent, longtemps, sur tous les médias, ça aurait fini par prendre, ça aurait atteint la conscience humaine. Il y a des choses beaucoup plus aberrantes que l'ennemi a réussi à faire passer de cette manière-là. Hein. Donc, il y serait parvenu s'il avait eu le temps. Mais effectivement, c'est une vaste manipulation de la part de l'ennemi, destinée à faire voler en éclats tous les repères au sein du genre humain. Finalement, il n'y a qu'un genre, c'est le genre humain. Mais sinon, c'est vrai que on est extrêmement proche, nous, les Viches, on est extrêmement proche de cette notion du couple sacré qui est la référence fondamentale au niveau des vibrations de l'absolu dans la matière, ayant pénétré la matière par l'incarnation, obligatoirement l'incarnation, de cette représentativité de la puissance bipolaire, comme je le disais dans une vidéo podcast précédente, la dernière ou l'avant-dernière, je ne sais plus, où l'acte sexuel correspond à la faculté de créer des réalités. Ça ne fonctionne exclusivement qu'avec un homme bien campé dans sa polarité et une femme bien campée dans la sienne. Évidemment, vous brassez de l'air autour de ça, vous changez la donne, et bien plus personne n'est créateur de rien du tout. Et l'ennemi garde la main, bien sûr. Donc voilà, tout simplement. Et ça va très vite changer, ne vous en faites pas. Alors à ce sujet également, Yolande pose une deuxième question qui est en rapport avec la première. L'émergence du nouveau paradigme impliquera-t-elle la fin de cette théorie du genre qui amène de plus en plus de personnes à des comportements et des modes de pensée à la fois absurdes et extrêmes?
Mais absolument, c'est ce que je disais. Hein, ça va voler en éclats de toute manière. Hein. Les choses vont reprendre une normalité, c'est-à-dire quelque chose qui est fondamentalement propre à la nature, puisque la nature est l'ennemi de l'homme. Hein, on comprend pourquoi. Parce que si on prend les bases de la nature, forcément, on peut aller dans le chaos innommable. Enfin voilà, tel que c'est promu par des individus peu recommandables du genre de Jacques Attali, par exemple. Mais non, bien sûr, le nouveau paradigme va remettre un peu les choses, pas qu'un peu d'ailleurs, à l'endroit. On va parler d'endroit plutôt que de normalité. Je sais que la normalité, ça fait un peu grincer les dents et c'est relativement subjectif. Mais être à l'endroit par rapport aux bases de référence qui représentent les lois de la nature, eh bien, tout simplement, on va retrouver un équilibre harmonieux et dans la parfaite complémentarité de la bipolarité bien vécue par tout ce qui est susceptible de pouvoir la représenter, être humain en tête, évidemment. Donc là, oui, ça va être un gros poste, mais d'une importance extrême, effectivement. Eh ben voilà, je pense que Johan sera satisfait de la réponse que vous lui avez donnée, et il met en commentaire ou en suggestion bisous. Mais ça, je pense que ça vous est destiné, Eliane. Oh, comme c'est mignon, bisous. Oh, c'est vrai que personne ne m'a jamais dit ça. Personne ne m'a jamais envoyé de bisous. C'est la première fois. Ça fait tout drôle. Ah, vous êtes toute guillerette là-dessus. Il a bien fait de vous envoyer ce bisou, finalement. Vous savez, comme je le dis toujours, hein, une biche est une biche, mais n'empêche qu'elle reste une fille. Hein, ça, on est plus fille que fille. Donc, bon, ben voilà. En tout cas, c'est gentil tout plein. Merci beaucoup, Yann. Eh ben voilà, l'essentiel c'est que vous parliez pas chinois. Hein. Enfin bref, on va remettre de l'huile sur le feu. Allez, on passe à la dernière intervenante pour cette 30e édition. Il s'agit de Anne. On a beaucoup de Anne, Anna, tout ça en ce moment. Hein. Ouais. Alors, Anne vous dit ceci. Bonjour, merci pour les réponses que vous avez déjà apportées à mes questions. Ah ben voilà, donc c'est bien la même personne. Dans une vidéo, vous précisez que certains dirigeants ou ex-dirigeants sont morts. Clinton, marié, femme en l'occurrence. Que devons-nous comprendre qu'ils ont été supprimés et par qui ou comment ? S'il s'agit de l'action d'Edwige, pas de procès, en quoi leur culpabilité est-elle plus importante que d'autres ? À ce compte, il faudrait éliminer tous les dirigeants sur Terre. Lol. Nous sommes dominés, exploités depuis des éons par les classes financières et dirigeantes, mais de là à les tuer, c'est une posture peu spirituelle et dans laquelle n'apparaît pas le pardon et qui me trouble. J'oubliais le terme martial dans votre blason. J'avoue que celle-là, je m'y attendais un peu, j'y m'attendais même beaucoup plus tôt finalement. Et c'est très bien que cette question ait été posée. Hein. Je suis impatiente d'attendre votre réponse. Ah oui, forcément. Là, c'est vrai qu'on atteint un degré absolument stratégique. Ça, c'est un argument, enfin l'argument que je vais donner, hein, c'est quelque chose que certaines personnes, beaucoup encore, ne parviennent pas à admettre. Alors, je vous donne le panorama de base. L'ennemi, c'est les méchants. Alors, les méchants, ils sont méchants. Ils ont le droit de faire toutes les méchancetés, parce que ce sont les méchants où ils ont le droit. Et ben, la lumière, on est gentils. Alors, comme on est gentils, on n'a pas le droit d'être méchants comme eux, sinon ça veut dire qu'on est comme eux. Alors, et tout ça est en guerre, et on doit mener une guerre. Alors, à la lumière, eh bien, les combattants de la lumière, on leur donne des paniers de fleurs pour lancer à la face de l'ennemi. Et l'ennemi, lui, ben, il vient avec des kalachnikovs et des armes lourdes. Et tout ça, c'est sur le champ de bataille. Alors, c'est les gentils qui commencent, et ils lancent des fleurs. Et les autres répliquent, ils tirent la kalachnikov. Résultat, les gentils sont morts. Et les méchants, eh bien, ils remportent la victoire et ils avancent. Ça fait des milliards et des milliards d'années que ça se passe. Et on voit ce que ça a donné. On voit ce qu'il en est sur votre planète, qui est absolument représentative de l'état global.
Alors, on a deux possibilités. Soit on continue à lancer des fleurs à la face de l'ennemi, et vous restez en esclavage. Ou alors, on vous défend, et on se défend pour la même occasion, et on gagne la partie. Là, c'est un choix. Alors, ce choix, vous pouvez le formuler, mais vous ne pouvez pas le formuler pour tout le monde. Vous pouvez le formuler pour vous-même, vous ne pouvez pas prendre des décisions pour autrui. Mais admettons que vous puissiez, vous feriez quoi? Vous condamneriez l'humanité pour que nous continuions à être gentils, de bonnes gentilles filles voilà, de toute façon une fille gentille, ça sert, on sait à quoi ça sert, hein, donc bon. Non, on peut pas faire ça. Il y a un dicton très très juste qui dit dans la langue française, c'est on combat le feu par le feu. On ne peut pas faire autrement. On ne peut pas faire l'effort de se donner perdant pour le plaisir d'être gentil. Alors, il y a quelque chose s'est produit en amont par rapport à ce que nous faisons ici. Avant, il y avait une distinction nette entre l'absolu et l'anti-Dieu, entre les forces d'évolution et l'ennemi, les forces du chaos anarchique. C'était là, une dichotomie parfaite, une dualité parfaite. Le 1 n'était 1, le 1 de l'absolu n'était 1 que dans la théorie. Parce que le 1, soi-disant, devait composer avec l'ennemi et demander l'autorisation de faire des choses, et il devait recevoir l'aval de l'ennemi. Parce que au fur et à mesure que le temps a passé, de nombreux accords ont été passés entre les deux camps de manière à ce que l'équilibre soit maintenu. Le problème, c'est que l'ennemi est suffisamment fourbe pour avoir toujours abusé de cette situation, avoir promu une évolution de la situation en incitant la lumière, soi-disant, à signer un accord de manière à préserver la valeur des deux camps, et finalement, c'est quand même l'ennemi qui a remporté toute la mise. Et pour finir, on n'est plus droit à rien, mais à rien, en termes de défense contre ces attaques. La seule chose qui restait, c'était la transmutation. Ça, la transmutation, toute chose, c'est trouvé ça ridicule, donc il nous l'a laissé. Et bien lui en a pris, puisque c'est quand même à partir de ça que nous avons réussi à prendre la main, mine de rien. Alors non, on ne peut pas, on ne peut absolument pas, si on veut espérer sauver cette humanité, sauver toutes les humanités, sauver le tout, parce que là, la mainmise de l'ennemi sur le tout, elle était énorme. Si on souhaitait faire en sorte que l'absolu lui-même puisse avoir un autre avenir que celui de la sa propre mise en esclavage à côté de celui des humanités par l'ennemi, et que finalement l'ennemi remporte la main sur le tout, il fallait autre chose que lancer des fleurs, parce qu'on est des gentils. Et ce qui s'est produit en amont pour nous permettre d'agir de la sorte, c'est la réunification de l'ombre et de la lumière. On a dépossédé l'anti-Dieu de son contrôle sur la lumière. Et c'est la transmutation qui a permis à l'anti-Dieu de disparaître, alors qu'il est un principe l'un des plus puissants qui existe, et dont la présence était réputée être inaltérable. Et pourtant, il a disparu aujourd'hui. Donc à partir de ça, ayant tout réunifié et repris la main sur ce tout qui ne fait plus qu'un, nous avons les moyens de mettre en place des éléments permettant d'acquérir la victoire attendue. Ce qui s'est effectivement produit. Je vais vous donner une image très simple. Admettons que votre corps soit la création. Des orteils au cerveau, du bras droit au bras gauche, tous les organes vitaux. Tout ça, c'est un petit univers en soi. La conscience de l'absolu là-dedans, c'est cette conscience de l'état harmonieux du corps, où tout fonctionne à merveille, tout est en cohésion avec tout est en unité avec tout, de manière à ce que personne dans ce petit univers ne fasse sa propre cuisine de son côté au détriment des autres. Admettons qu'un jour ça se produise malgré tout.
Hein, il y a, admettons, le rein droit qui décide, il en a marre, de fonctionner pour les autres. Il a moins de reconnaissance que le cerveau, qui est considéré comme le top au niveau des organes. Lui, il trouve que si lui était pas là, ce serait quand même plus difficile pour le cerveau aussi. Enfin bref, il se met en révolte. Il se laisse avoir par les arguments séducteurs d'une énergie chaotique, et finalement il décide de faire le rêve et de travailler pour sa pomme, au mépris du reste. Eh ben, là, vous commencez à déclarer un cancer du rein. Obligatoirement, c'est la forme que ça prend, pour un corps humain. Et le cancer s'étend, admettons. En fait, le cancer s'étend pas, mais enfin, peu importe, on va rester simple dans l'argumentation. Le cancer s'étend et devient un cancer généralisé. Et là, le médecin vous dit, vous n'avez plus que pour 2 semaines, c'est fini, vous êtes en phase terminale, de toute façon, voilà. Là, quelqu'un vient vous voir et vous dit, on a compris comment fonctionne le système, on a moyen de rectifier la situation et de vous faire revenir à un état de santé. Mais pour ça, il faut détruire les cellules cancéreuses. Qu'est-ce que vous allez lui répondre à cette personne? Oh ben non, faut être gentil envers les cellules cancéreuses quand même, hein. Faut être bon. Hein, c'est pas spirituel de détruire les cellules cancéreuses. Et là, on va répondre à quoi? Oui, vous êtes condamné. Et là, il faut faire un choix. Soit vous êtes gentil avec vos cellules cancéreuses qui continuent, à semer le chaos jusqu'à la mort. Bon, il vous reste 2 semaines à vivre. Ou alors, vous prenez le tour par les temps et dites, je vais employer les armes qu'on me propose pour faire repencher la balance dans du bon côté, à savoir dans l'équilibre et l'harmonie. Mais ça va coûter la vie à la moitié des cellules du corps. Elles se reconstitueront sans problème. Heureusement, on n'a pas fait de chimiothérapie et de radiothérapie, hein, sinon ça ne marcherait pas. Et là, la situation va se rétablir et tout va redevenir parfaitement harmonieux. Alors, dans ce cas-là, vous êtes quoi? Vous êtes partiel et vous retournez à l'état de l'harmonie et de la santé. Ou alors vous êtes gentil et vous mourrez. Ce choix-là, c'est celui auquel l'absolu a été confronté. Et nous, on a choisi de taper dedans pour avoir une chance. Maigre, mais une bonne quand même. À la base, elle était vraiment maigre. Mais enfin, on l'a tenté. Eh bien, pour remettre la santé de la création à l'équilibre. Alors, les Clinton ne sont pas des dirigeants, en l'occurrence, ils ne le sont plus, hein. Bon, Monsieur Clinton a été président de la République président aux États-Unis pendant 4 ans, bon, c'est bien. Ils ne sont pas dirigeants pour autant, hein. Les dirigeants sont des marionnettes, c'est pas vraiment eux le problème, finalement. Il suffit de les jeter un peu. Vous savez, les gens sont éliminés à partir du moment où ils représentent un danger pour l'équilibre du tout. Tout simplement. S'ils ne sont pas un danger, ou s'il existe une chance qu'ils reprennent un cheminement droit, correct, et non toxique pour l'ensemble du vivant qui les entoure, il n'y a aucun problème. Le pardon, il est là. Hein. Mais pardonner à quelqu'un qui est irréductiblement orienté vers la destruction de tout ce qui l'approche, oui, si, on lui accorde le pardon, sans problème. Le hiérarque a pardonné à l'anti-dieu avant de le faire disparaître. Mais là, c'est pareil. On leur accorde le pardon. Il n'y a aucune pensée de haine, de revanche, de rien. Vous avez un sol qui est sale, il faut nettoyer. Vous nettoyez, et quand c'est fini, c'est propre. On va pas plus loin. Mais là, c'est pareil. C'est exactement pareil. Alors, pas de procès, non, un procès, c'est la démocratie. Hein. La démocratie, on sait ce qu'elle vaut. Il y a des millions de procès tous les ans qui se gagnent au profit des gens malhonnêtes et qui se perdent au profit des gens honnêtes. Hein, ça, les tribunaux en sont bourrés. Donc ça, le procès, c'est absolument ridicule. Est-ce que l'absolu fait un procès face à une âme qui est investie corps et âme dans la destruction de ce qui l'entoure, du vivant, au profit du chaos
et de l'anarchie. Non, l'absolu sait ce qu'il en est. Il applique sa justice au profit du tout. Parce que là, sa compassion, la compassion force, il faut choisir à qui on l'adresse. On peut pas être compatissant envers la terre, envers les petites fleurs, les oiseaux, la vie, ça, et être compatissant envers ceux qui la ravagent. On peut, mais c'est complètement ridicule. Là, il vaut mieux se taire à ce moment-là. Hein? À qui va votre compassion? Force. À qui va votre compassion? À ceux qui ravagent la vie ou envers la vie? Si elle est exprimée envers ceux qui ravagent la vie, eh bien vous êtes complice du ravage de la vie et de la mort qui s'ensuit. Si vous êtes compatissante envers les deux camps, obligatoirement, c'est ceux qui ravagent la vie qui vont prendre la main, obligatoirement, parce que vous ferez rien contre eux. Ne rien faire contre la nature ou pour elle n'empêchera pas ceux qui la détruisent de la détruire. Donc, ça vaudra votre compassion envers les deux camps, uniformément, vous rendra complice de la mort qui s'ensuivra. Par contre, si vous êtes compatissante envers la vie, eh bien, vous prendrez les mesures de votre compassion. Et vous assumerez la responsabilité en rapport, à savoir la prise des armes contre l'ennemi, ce que nous avons fait. Pourquoi est-ce que ce sont les Edwiges qui s'en occupent? Entre autres, hein, c'est vrai qu'on est en première ligne, mais bon, il y a du monde à côté. Et pourquoi les Edwiges font ce travail? Pour que l'être humain n'ait pas ces milliers, ces millions de morts sur la conscience. Et nous, notre conscience, je vous garantis qu'elle est absolument clean. Rien ne l'entame. Nous ne sommes absolument pas dans le jugement. Nous sommes extrêmement factuels. Ça, c'est toxique, on détruit. Ça, c'est harmonieux, on garde. Ça, c'est entre les deux, alors on essaie de rectifier dans le sens de l'harmonie. Si ça ne marche pas, on élimine. C'est tout. Ce n'est pas pour nous. Ce n'est même pas pour appliquer une justice. On fait un procès à quelqu'un pour appliquer une justice. Là, on n'applique pas la justice. On rectifie les influences entre la balance entre la vie et la mort, entre la destruction et la création, de manière à éviter que tout bascule dans le chaos et dans la mort. Tout simplement. Voilà. C'est très simple. Et en fait, en termes de posture spirituelle, je vous garantis que c'est au top niveau, ça. Parce que le reste, c'est du New Age. Hein, c'est l'agneau qui va offrir sa gorge au couteau de celui qui va l'égorger. Ça, c'est la haute spiritualité d'âge de fer. Et qui a instauré la haute spiritualité d'âge de fer? Eh ben, c'est l'ennemi, bien entendu. Comme ça, il peut garder la main. C'est bien pensé. Et il y en a eu qui se sont jetés sous les lames de ces couteaux, hein. Et ça, c'est un temps qui est absolument terminé. Terminé. Non mais, c'est vrai. Comme vous y allez, Liana. Oh là là, le débat passionné. Ouais, vous avez raison, hein, absolument. C'est vrai que après, c'est une question de choix, hein, effectivement. Soit on est radical, mais juste, et on rétablit l'équilibre des forces, ou alors on n'est pas radical, on est gentil, effectivement, comme vous le dites, et puis on se fait ravager et le reste avec. Après, effectivement, c'est une question de choix. L'absolu a fait son choix, n'est-ce pas? Absolument. Et on n'est pas au bout, hein. On n'est pas au bout. Et ce sera toujours comme ça. Évidemment, après, ce sera beaucoup plus doux, hein. Mais des tentatives de réémergence de l'ennemi, on en connaîtra plein, hein. Ça, il faut absolument pas se leurrer là-dessus, hein. Et les gens seront tout de suite séduits par la présence de l'ennemi. Pendant des siècles, ça restera comme ça. Il va falloir juguler ça de manière diplomatique pour éviter que les gens séduits par l'ennemi ne s'offusquent de notre intervention, et de manière suffisamment forte et radicale pour obtenir la disparition de cette réémergence de l'ennemi. C'est pas une mince affaire, hein. C'est quelque chose, c'est un équilibre à assurer de manière absolument permanente. On en a pour l'éternité, quasi. Eh bien, j'espère que cette question saura éclairer, en fait, la vision d'Anne sur ce qui se passe.
Alors, elle pose une autre question qui découle de la précédente. Donc, la notion d'ennemi, même si je l'entends intellectuellement, me paraît floue et peu argumentée. Ne repose-t-elle pas sur des rumeurs, des théories complotistes qui peuvent être dans le vrai à certains moments, mais qui sont trop souvent l'expression de peur, d'incompréhension, de quête de pouvoir, l'une remplaçant l'autre? Non, ce n'est pas ça du tout. On a souvent dit que l'ennemi était quelque chose de principiel. L'ennemi, c'est pas des gens. Il y a des gens qui représentent, qui manifestent l'ennemi. L'ennemi est quelque chose de effectivement très diffus. Ce n'est pas un personnage puissant qui tire les ficelles. Je suis l'ennemi. Non, c'est pas ça. L'ennemi, c'est l'opposition à tout ce qui est harmonieux, à tout ce qui est évolutif, à tout ce qui est unifié, à tout ce qui représente la possibilité d'accès à un niveau meilleur que le niveau actuel, qui est absolument propre et fondamental à la nature même de l'absolu. L'ennemi, c'est l'anti-dieu. L'ennemi, c'est quelque chose de même nature que l'absolu, mais de dissident, qui se dissocie du tout, qui tarit sa source avec ce qui qualifie une conscience d'absolu et qui travaille pour ses propres intérêts au mépris de tous les autres. C'est un blast cancéreux au niveau macrocosmique, tout simplement. C'est une conscience de la conscience même de la division, de la révolte et de l'anarchie quelque part. On sort du cadre de ce qui est de ce qui permet au tout d'avoir un avenir. Ça, c'est l'ennemi. Et ça prend toutes les formes possibles et imaginables. Il y a des galaxies entières qui incarnent au niveau cosmique l'ennemi. Il y a sur Terre des gens qui incarnent l'ennemi. Les Clinton, par exemple, les Clinton, ils sont très emblématiques, les Clinton, parce que tout le monde, on les connaît maintenant. Mais de très loin, ce ne sont pas les pires. Même si ce sont eux qui commettent les pires atrocités au niveau personnel. Ils ne sont pas les pires pour autant. Être pire, c'est pas être méchant. Être pire, c'est être... effectivement, c'est difficile à déterminer. Être plus près de l'expression principielle, plutôt que du serviteur qui veut plaire à son maître. Ça, c'est plutôt les Clinton. Les grandes familles régnantes, le club des 13, dans la pyramide du pouvoir de l'ennemi sur Terre, ces 13 familles sont l'essence même de la conscience principielle de l'ennemi et le manifeste à travers des lignées familiales incarnées. Mais ces gens, en tant qu'individus, ne le sont pas, ce sont simplement des marionnettes, elles aussi. Tout le monde est la marionnette de quelqu'un dans cette histoire-là. Donc, effectivement, c'est flou, c'est difficile de mettre le doigt dessus. C'est difficile pour tout le monde, c'est même difficile pour nous quelque part. C'est pour ça qu'on a été obligé de voir extrêmement large, de comprendre comment les rouages du pouvoir de l'ennemi fonctionnaient pour être sûr de taper juste, parce qu'il a créé des centaines de leurres associés à un élément stratégique, de manière à ce que les leurres soient découverts avant et masquent la réalité de l'axe stratégique qui était à la base. Alors, les rumeurs, les théories complotistes, oui, mais c'est différent, ça n'a rien à voir. Les théories complotistes, c'est une vague interprétation d'une compréhension qui vaut ce qu'elle vaut, d'une manifestation de quelque chose qui a été induit par une décision qui a été prise par certains puissants sous l'impulsion de gens qui leur étaient supérieurs dans leur hiérarchie, visant un plan élaboré par ceux qui sont encore au-dessus. Oui, c'est vraiment, on allait très loin finalement. Les rumeurs et tout ça, non, c'est pas ça l'ennemi, l'expression de peur, d'incompréhension, non plus. La peur et la compréhension ont été savamment entretenues par l'ennemi, par le système, on va dire le système ennemi.
Là, en l'occurrence, on a vaincu l'ennemi. L'ennemi est définitivement vaincu. Hein. C'est terminé. Il est à terre, et on a la botte sur sa nuque. Alors, pour les besoins de la cause, tous les foyers de l'action, de l'activité ennemie ne sont pas éteints. Je dis bien pour le service de la cause, hein, parce que le problème, ce n'est même pas le système. Au moment où on a fait la vidéo message de la Prac en Salamoka, on disait que le système fonctionnait en roue libre. On pourrait l'arrêter maintenant. Mais si on l'arrête, les gens vont se révolter contre ce qui va suivre et vont tout faire pour mentalement recharger, réenclencher le principe du système ennemi. Et on va éternellement lutter contre ça. Et on va se retrouver dans une position dualistique, nous contre l'humanité, ce qui n'est absolument pas le but, puisque là, on ferait le jeu de l'ennemi. Donc c'est pour ça qu'on est obligé de laisser aller la situation telle qu'elle est, de manière à faire croire que l'ennemi est toujours au pouvoir, jusqu'à faire admettre collectivement à l'humanité que ce qu'il estime être encore l'ennemi au pouvoir est un tissu d'absurdité, de non-sens et d'impuissance pour finalement lui faire admettre qu'il existe une autre alternative qui est celle qu'on va imposer. On va pas la proposer parce qu'il n'y en a pas d'autre. C'est la seule et unique, soit c'est ça, soit c'est rien. Donc c'est la seule chose qui va fonctionner, sans que l'ennemi puisse avoir une chance de renaître plus rapidement qu'il aura disparu. Et pour remettre une couche, parce que si l'ennemi revient et reprend le pouvoir, là je vous garantis qu'il ne sera pas fait une deuxième fois. Donc il est absolument, fondamentalement impératif que l'humanité accepte des alternatives qu'il estime encore au jour d'aujourd'hui être complètement dénuées de sens. Et c'est ce qui est le plus dangereux. Là, on est obligé de lutter contre l'humanité, mais pas avec les armes, avec la persuasion, factuellement, face au spectacle que l'on met en scène au nom de l'ennemi qui a disparu, mais de manière à ce que les gens puissent lâcher son service de l'ennemi, son service de l'ennemi, par l'entretien de la conviction que lui seul a les réponses. Même s'il lutte contre, même s'il veut autre chose. En fait, les gens veulent absolument le changement, mais à condition que ce soit pareil qu'avant, mais avec davantage pour eux personnellement et collectivement, ce qui est une aberration totale. Ça, il faut leur faire comprendre. Donc voilà, l'ennemi, effectivement, c'est quelque chose de très diffus, c'est quelque chose qui est difficilement quantifiable, et l'ennemi face à l'humanité n'aurait jamais pu perdre. Jamais. Sous aucune forme, l'humanité n'aurait pu vaincre l'ennemi. Nous avons eu un mal de chien à y parvenir. Il nous a fallu 3 ans sur Terre, 3 ans dans le plan physique pour arriver à comprendre comment ce bazar-là fonctionnait et qu'est-ce qui faisait tourner ces rouages autrement que l'illusion que ça pouvait en donner. Et avant ça, il a fallu 5 ans sur les plans subtils pour arriver à comprendre là aussi d'où venait cette extraordinaire puissance de l'ennemi, cette force qui faisait en sorte que tout lui réussissait, que quoi qu'on mène contre lui avait peu d'effet. Il a fallu comprendre ça, parce que forcément l'ennemi s'est tenu en marge de l'absolu. Il n'est pas allé lui avouer ses plans et lui raconter comment il fonctionnait, forcément. Donc c'est très très particulier, vous voyez. On ne peut pas le quantifier comme ça. On ne peut que déduire quelque part, déduire ce qu'il en est, la manifestation, le type de manifestation, la forme que prend l'exercice de son pouvoir. Et ce n'est jamais la forme que ça semble donner. Les gens qu'on cible comme étant ça c'est l'ennemi, ça c'est la cabale, ça c'est les Illuminati, oui, bien sûr, mais c'est du flanc tout ça. Si vous détruisez tout ça, l'ennemi continue. Et là vous dites alors qu'est-ce qu'il faut faire? On a tué tout le monde et puis il continue quand même. Ouais, alors on peut pas tuer tout le monde et il faut pas que ça continue. Voilà, les solutions, il a fallu les trouver vite et bien, avec le minimum de pertes. Ce qui s'est effectivement produit. Maintenant, le défi est autre. C'est déraciner
l'incrustation de la conscience ennemie dans l'esprit des gens qui ont été formatés autour de l'idée que lui seul détenait la vérité. Que ce soit conscientisé comme ça ou non, c'est le véritable enjeu. Alors, non, je comprends, c'est pas simple. Mais complotisme et tout ça, ça n'a absolument rien à voir. Eh bien, merci beaucoup, Elia Lanin, pour ces explications enflammées qui sont d'une importance fondamentale, effectivement, parce que c'est vraiment l'enjeu actuel, il est vraiment là, quoi. Là, vous avez vraiment mis le doigt dessus. Nous voici déjà arrivés au terme de cette 30e entrevue. Elia Lanin, je vous remercie pour votre investissement, ces excellentes réponses, votre disponibilité aussi, puisque bon, la donne a encore un petit peu changé depuis les dernières fois, donc c'est vrai que ça demande une adaptation de votre part qui n'est pas simple à assurer, donc merci pour ça. Je vous en prie, comme d'habitude, c'est un plaisir. Merci à vous qui nous écoutez, merci pour l'envoi de vos questions, de plus en plus nombreuses et de plus en plus intéressantes. Et eh bien, si ces vidéos podcasts continuent à vous plaire, comme d'habitude, merci de les liker, de les partager le plus possible afin que d'autres puissent les apprécier également. Donc, comme d'habitude, si vous avez des suggestions, des remarques, des témoignages ou des questions à poser à la PRAC en Asselamoka ou à Elia Lanin à titre personnel, waouh. Les demandes de rencard sont interdites, hein, c'est juste... N'hésitez pas, malgré tout, à vous rendre à l'adresse habituelle amgt.link/questions-outwish afin de nous les transmettre et qu'Elia Lanin puisse y répondre comme d'habitude. Les commentaires sont modérés mais ouverts, donc laissez-y vos remarques si vous le souhaitez. Et voilà, et si ça demande des précisions, bien, les Dish y répondront avec plaisir comme d'habitude. Elia Lanin, merci pour tout. Je vous souhaite une bonne semaine. Je vous donne rendez-vous pour la 31e. Merci à vous également et bien à la prochaine alors. Allez, on fait comme ça. Portez-vous bien. Prenez soin les uns des autres. Nous vous aimons du fond du cœur. Soyez-en absolument persuadés. Allez, à jeudi. Portez-vous bien. Bye bye.